Nous étions en train d'évoquer la Libye avec cet appel du maréchal Khalifa Haftar à conquérir Tripoli. Le maréchal appelle les officiers soldats des forces armées, des forces auxiliaires. Il dit, je cite, « Je vous salue en ces glorieux jours et vous appelle à infliger à l'ennemi avec votre force et votre détermination une leçon plus dure et plus grande encore que les précédentes, comme nous savons que vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous le déraciniez de votre pays bien-aimé », déclare-t-il. Au même moment, quand on lit quand même les consignes que donne le maréchal Khalifa Haftar, il y a une consigne qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'il demande qu'on préserve les munitions. Il est aussi sûr que plus la guerre dure, plus il est sûr de s'enliser, il y aura besoin de munitions. Donc, je vous disais tout à l'heure aussi que c'est une guerre avant tout de puissance. Et les puissances ont un délai. Cette guerre, il ne faut pas oublier qu'elle a un coût. Et au-delà de ce coût-là, les puissances voient leurs intérêts et puis voient aussi le retour, le tribut de guerre qu'ils auront une fois la guerre terminée. Et si le tribut de guerre ne correspond pas à ce qu'ils investissent dans la guerre, ils sont en droit d'aller voir un autre partenaire au sein de la guerre ou de réduire tout simplement ce qu'ils apportent comme effort de guerre à leur soutien. Et je pense, en lisant cette phrase du maréchal Haftar, je pense que c'est ce qui se passe à ce niveau. On lui demande tout simplement qu'à un moment donné, on va réduire la contribution à la guerre. Et lui, en contrepartie, doit demander à cette troupe de se ménager. Surtout qu'il ne faut pas oublier que pour un pays comme la Libye, il y a 80% de musulmans, la période de Ramadan est une période pas forcément de forte activité physique pour les hommes au combat. Et donc, on sait déjà que ça va être compliqué de combattre pendant le Ramadan. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils se sont déplacés depuis le nord, enfin, depuis le sud, jusqu'à Tripoli. Ça n'a pas été aisé. Et c'est eux qui assiègent Tripoli. Vous savez, de toutes les guerres, ceux qui sont assiégés ont toujours eu l'avantage. Et aujourd'hui, ce fait que, quoi qu'on dise, le gouvernement d'union nationale, c'est lui qui tient Tripoli. C'est lui qui a l'avantage sur les troupes au combat. Et aujourd'hui, avec les systèmes de guerre asymétriques où l'ennemi peut frapper à n'importe quel niveau avec les bombes, les voitures piégées et tout, il est évident que si le maréchal Haftar, avec tous les soutiens dont il bénéficie, s'il ne sait pas s'y prendre, parce qu'on sait aujourd'hui déjà que ces soutiens-là, parce que soutenant l'autre camp officiellement, ne peuvent pas déployer des bombardiers, déployer des drones, comme on l'a vu déjà en 2011. Et donc, il faudra remporter la guerre sur le terrain. Et pour remporter la guerre sur le terrain, il faudra faire preuve de résistance. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis... Par rapport à ce qui se passe, si vous suivez un tout petit peu, le maréchal a intérêt à finir rapidement avec cette offensive sur Tripoli, parce que en plus de ce qui se passe sur le théâtre de combat, il y a un autre combat, cette fois-ci diplomatique, parce que le premier ministre du gouvernement d'union nationale est actuellement en train de sensibiliser certaines capitales, Paris, Londres, Berlin, pour que peut-être les soutiens qu'on est en train d'apporter indirectement au maréchal, que ces soutiens-là puissent cesser. Et donc, lui, n'oubliez pas aussi qu'il a une santé fragile. Il a même fait un AVC. Voilà, donc ceux qui l'utilisent, ceux qui le téléguident ont intérêt pour qu'il puisse boucler rapidement ce combat-là, raison de plus que lui puisse motiver la troupe sur le terrain. Parce que Marc l'a dit, ceux qui fournissent les munitions et autres là, ils ont aussi obligation de résultat. Si ce pourquoi on alimente ces réseaux, le résultat n'est pas obtenu, je crois qu'on ne continuera pas par le soutenir. Parce qu'il y a d'autres chefs de guerre sur le terrain. On peut toutefois aussi se tourner vers ceci et l'imposer. Vous voyez, c'est tout un cafouage total aujourd'hui au niveau en Libye. Parce que ça ne va pas l'air du tout d'un cafouillage. C'est un cafouillage, même au niveau du Parlement.
véritablement, ils ne s'entendent pas. Il y a une scission de ce côté-là. Donc, finalement, il y a un autre gouvernement aussi, seulement que c'est celui de Tripoli qui est reconnu par la communauté internationale. Donc, chacun de son côté essaie de tirer le drap pour s'imposer. Donc, Khalifa, comme il a rassuré certains capitales occidentales qu'il est l'homme de la situation, il a intérêt à boucler rapidement ce combat-là. Alors, mais Vivien, quel est le plus avantageux pour ceux qui tirent les ficelles? Est-ce que c'est une Libye davantage divisée ou une Libye unifiée sous le maréchal Khalifa Haftar? Vous savez, c'est une Libye unifiée, ça ne les arrange pas. Mais tant que la guerre va continuer, ceux qui détiennent quand même le pouvoir peuvent être exploités. Alors, s'il y a la guerre, vous avez vu ce qui s'est passé en Angola et dans plusieurs pays. Il y en a qui continuent par exploiter le diamant, l'or, le pétrole en toute impunité. On ne sait même pas d'où ça passe parce qu'il n'y a pas une centralisation du pouvoir. Personne ne contrôle tout le pays. Donc, tu contrôles une partie du pays, je contrôle une partie du pays. Voilà, il y a telle puissance occidentale ici, il y a l'autre puissance occidentale là. Et c'est ça qui fait rire, parce que quand le général parle, vous avez vu dans les mots qu'il a choisi dans son discours, il parle de faire attention, de faire économie. En fait, économie de munitions. Et il parle aussi de déraciner, parce que justement, ceux qui sont restés avec le gouvernement d'union nationale, ils sont quand même dans leur base. Donc, si tu viens attaquer quelqu'un dans sa maison, entre guillemets, il faudra vraiment souffrir avant, parce que lui connaît plus la maison que soi. Ensuite, c'est dommage qu'il parle d'ennemis. Parce qu'il parle de mercenaires, de vous voyez, alors, les termes sont bien choisis pour qu'on puisse les imposer aux Libyens. Et on sait qui utilise souvent ces mots-là. Et on sait dans quelle intention on utilise ces mots. C'est souvent les puissances. Vous avez vu les puissances occidentales, vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan, au Pakistan. On va armer tel groupe contre tel groupe. On arme finalement tout le pays et les armes circulent en désordre. Nous avons des problèmes aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, parce que justement, la Libye n'est plus le pays qu'on connaissait. Les armes circulent en désordre. Ce sont ces armes-là qui sont venues jusqu'à la frontière du Togo ici. Donc je crois que ces chefs de guerre nous créent des problèmes à nous tous, finalement. Ce n'est plus seulement les Libyens qui sont touchés, mais c'est tout le continent africain, parce que aujourd'hui, même les bandits utilisent ces armes qui viennent de la Libye. Et les Occidentaux continuent toujours par vendre les armes, et ça les arrange que la situation soit chaotique, parce qu'on peut exploiter. Mais ce qu'ils veulent réellement, ceux qui téléguident, c'est de pouvoir mettre la main sur le pays et de pouvoir faire passer leur volonté. Si tu as ton homme au pouvoir, tu peux facilement exploiter les ressources du sous-sol et vous avez eu un accord. Je vais t'aider pour que tu gagnes la guerre et après, toi, tu me donnes... mais la question telle qu'elle posée, à mon avis, vous savez, à chaque fois qu'on demande quel intérêt a celui qui finance une guerre, celle de la terminer ou pas, je me rappelle d'une phrase célèbre de Barack Obama qui disait, je pense, ça doit être en 2009 ou en 2010, que son pays... Obama qui a participé aussi à la guerre contre... Bien sûr, Barack Obama disait, mon pays produit des armes. Mon pays produit des armes. Comment je fais pour les vendre s'il n'y a pas de guerre? C'est-à-dire que tout ce qui se passe en Libye aujourd'hui est orchestré. Et le fait même que Haftar, avec toute la puissance qu'on lui connaît, n'ait pas pu prendre Tripoli de manière éclair aussi a été orchestrée. Justement parce que plus cette guerre dure, plus elle profite aux prévaricateurs de l'économie libyenne. Il ne faut pas oublier qu'au nord, par exemple, au sud de la Libye, pendant que tous les yeux, tout le monde est focalisé sur Tripoli, les plus grandes réserves de pétrole sont dans le désert et exploitées à dessein, à gogo par ceux qui, justement, veulent que cette guerre perdure. Et donc, à mon avis, ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que la Libye soit de nouveau unifiée, parce qu'une fois unifiée, la Libye pourrait repenser véritablement de manière stratégique son développement, mais ce sont des gens qui veulent, qui nourrissent cette guerre-là, qui veulent que cette guerre perdure. Et donc, à chaque fois qu'il y a un rapport de force,
favorables, certains quand ils arment l'autre, quand ils financent l'autre camp, pour que celui-ci puisse contrebalancer les choses, pour qu'au finish, on soit dans une situation de guerre permanente, comme on l'a connu en Syrie depuis 6-7 années, pour que personne ne remporte la guerre, mais que ces puissances-là puissent justement faire leurs affaires en toute tranquillité. Justement, est-ce que le maréchal Khalifa Haftar a cette lecture des choses? Est-ce qu'il comprend aujourd'hui qu'il n'est qu'un pion qu'on utilise et que, in fine, on n'a même pas intérêt à ce qu'il soit le maître absolu pour maîtriser le territoire? Quelque part, ça lui profite aussi. Quelque part, ça lui profite, sinon il ne jouera pas le jeu. Vous savez que ces Occidentaux-là, ils sont capables de tout. Quand il s'agit de vous utiliser, n'oubliez pas que c'est un chef de guerre. Il a peut-être des dossiers contre lui. On lui garantit l'impunité. Si jamais il arrivait à prendre Tripoli ou s'il arrivait à s'imposer, quelque part aussi, la guerre a perduré malgré ces multiples conférences internationales organisées sur le pays. On n'arrive pas à trouver une entente pour gouverner ce pays. C'est parce que les puissances occidentales ne s'entendent pas sur le partage. Parce que à un moment donné, certains se sont estimés qu'ils ont été lésés ou encore ils ont été floués. Donc vous voyez, c'est tout un jeu. Vous voyez que depuis fort longtemps, Paris joue un rôle capital, a été le lieu où les Libyens se sont réunis plusieurs fois pour se parler entre eux, mais ça n'a jamais marché. L'Union africaine s'est mêlée à la danse, mais ça ne donne rien, et il revient encore, si les Libyens même veulent avoir un pays unifié, un pays de paix et se relancer, il revient à ces Libyens-là de faire taire les armes et de se parler véritablement, de s'entendre, de se réconcilier et de reconstruire ce pays-là. Parce que pour un petit truc, les uns les autres ne s'entendent pas. J'ai donné tantôt l'exemple du Parlement. Vous voyez tout ce qui se passe là-bas, toute la scène qu'on nous livre tous les jours. Donc c'est pas facile. Donc et cela aussi est alimenté par les puissances occidentales, parce que ces puissances-là veulent toujours tirer les ficelles. On a donné tantôt l'exemple de la Syrie. La Syrie, Bachar al-Assad est là aujourd'hui parce que il a le soutien de la Russie et de la Chine. Si peut-être demain un homme fort s'impose en Libye et il a ces puissances-là, je crois qu'on va essayer de stabiliser le pays et ça va aller de soi. On passe au second sujet, c'est le Bénin. La France plaide pour un dialogue. Paris, à travers une lettre envoyée par le ministère des Affaires étrangères, a appelé les partis à régler leurs différends dans un dialogue. On sait, le Bénin, depuis plusieurs jours, connaît une crise post-électorale qui, de l'avis de beaucoup, est assez inédite dans ce pays. Au lendemain des législatives unilatérales du 28 avril dernier, l'opposition est montée au créneau pour dénoncer ce scrutin et appeler le président Patrice Talon à l'annuler. Patrice Talon, de son côté, ne l'entend pas de cette oreille. Vivien Thomy, est-ce que l'appel au dialogue de la France pourra être entendu au Bénin aujourd'hui? On a l'impression plutôt qu'on a des positions très clivées. Vous savez, je ne veux pas dire médecin après la mort, mais c'est une intervention qui ne va pas donner beaucoup d'effet, parce qu'on aurait pu faire cette action avant et prévenir effectivement ces actes qu'on a vus et qui on aurait malheureusement aussi accusé d'ingérence dans l'affaire. Non, vous savez, les pays francophones ont l'habitude de dire nous avons un très grand ami, c'est la France. Alors en tant que grand ami ou bien je sais pas quoi, partenaire privilégié, on peut se parler. Macron pouvait effectivement intervenir aussi avant les élections, pas ouvertement, mais diplomatiquement, pour agir un peu sur la situation. Mais on laisse perdurer la situation et après on fait ce qu'on appelle médecin après la mort. Mais quel que soit le cas, l'erreur
est partagé pour la classe politique du Bénin, parce que je sais que on a beaucoup de similitudes avec ce qui se passe au Togo. Des fois, la classe politique dans son ensemble laisse des situations passer et après on crie, on fait des manifestations et après on s'assoit pour dialoguer. Et la France n'a fait que tirer sur ces mots. Vous avez fini de vous quereller, maintenant asseyez-vous et dialoguez. Ce que vous aviez refusé avant, bon, acceptez ça, demandez autre chose, on verra comment ceux qui sont les chefs du pays vont vous l'accorder. Aujourd'hui, le Bénin a fait reculer un peu l'Afrique ou le continent africain en matière de démocratie, parce que le Bénin était quand même un modèle. Mais si on doit en arriver là, c'est dommage pour notre continent. Même chose au Sénégal. Au Sénégal, où on croyait que la démocratie était à un niveau, et après, avec les actes qui sont posés par les leaders politiques du pays, on se pose la question de savoir est-ce que l'Afrique a vraiment décollé en matière de véritable démocratie, pas de ce qui se dit du bout des lèvres. Donc aujourd'hui, l'appel de la France doit être entendu de toute façon. Mais qu'est-ce que ça va changer? Je crois que l'opposition ou les oppositions en Afrique doivent essayer de savoir leur force réelle. Au Togo, on a crié il n'y aura pas d'élection le 20 décembre, mais il y a eu quand même les élections, ce qui est dommage. Et je pense qu'en tant qu'acteur politique de l'opposition, on doit être sûr que quand on dit nous allons empêcher les élections, on a les moyens pour pouvoir empêcher les élections. Si vous n'avez pas les moyens pour empêcher les élections, allez-y pour peser aussi dans le scrutin. Le problème, c'est qu'ils ont voulu aller, mais ils en ont été empêchés. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas pu, effectivement. Pourquoi aujourd'hui il y a des manifestations? Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Je ne dis pas de prendre des armes, mais quand on est acteur politique, on doit mettre la pression. Mais à un moment, si vous tombez dans les mêmes erreurs, on va vous flouer. Patrice Talon n'est pas un politicien de longue date, c'est plutôt un homme d'affaires. Mais il est dans le sérail depuis très longtemps. Oui, mais il est arrivé au pouvoir, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. Bon, alors, il a toujours été faiseur de roi. Il a toujours été faiseur de roi. Oui, il était faiseur de roi parce qu'il a les moyens d'abord, et puis il a les relations qu'il faut. Et maintenant, quand il est arrivé, il a dit moi je suis le plus démocrate de tous les présidents béninois. Et on va même revoir le nombre d'années pour notre mandat. On va faire ceci. Et après, il a dit mais attends, le fauteuil présidentiel c'est doux. Il vaut mieux renforcer le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Et ce que je ne comprends pas, c'est ces leaders politiques, ces responsables de partis politiques qui sont utilisés comme des marionnettes pour pouvoir arriver effectivement, pour permettre au pouvoir d'atteindre ses objectifs. Si des gens ne se sont pas associés au président Talon, je crois qu'on n'en serait pas là. Et pourquoi les présidents qui viennent au pouvoir veulent se débarrasser des anciens présidents? Les anciens présidents doivent être plutôt une sorte de ressource, une référence à qui on revient toujours. Fais-nous ça, qu'est-ce que tu penses de cela? Mais on veut s'en débarrasser dans notre contexte. Thierry, est-ce que c'est pas un appel de Paris, mais Paris plaide plutôt, est-ce que ce plaidoyer va être entendu par Patrice Talon d'abord? Oui, parce que... il est allé trop loin pour... Non, il a joué... il a réussi son coup. Donc, c'est comme au Togo. Après, on peut vous dire, allez, on ouvre un dialogue, venez, on va discuter et on va continuer. Mais on est quand même dans deux situations différentes parce qu'ici, on a dialogué d'abord. On ne s'est pas entendu. Il y a eu les élections. Là-bas, il n'y a pas eu de dialogue parce que toutes les tentatives ont échoué. Aujourd'hui, on les invite à dialoguer. De quoi, finalement? Vous savez, ce qui se passe au Bénin, je crois que l'opposition est tombée dans le piège de Talon. Le monsieur, quand il était arrivé, l'Assemblée nationale n'était pas acquise à sa cause. Donc, il était difficile pour lui de gouverner. Parce que nous tous, nous connaissons les conditions dans lesquelles il était arrivé. Au Bénin, on fait beaucoup plus parler l'argent quand il s'agit des élections. Donc, ce qui est dommage. Une fois. Il y a aucun pays au monde où on ne fait parler d'argent quand il s'agit d'élections. Au Bénin, c'est beaucoup plus visible. développé. Il y a eu même des deals
Si Talon contrôle l'Assemblée aujourd'hui, c'est que les enveloppes sont passées. Et Talon a perdu son ancien allié, je veux parler d'Adjavon, donc il voit que son pouvoir est menacé, donc rapidement il a réfléchi à un plan, c'est d'avoir la majorité ou le contrôle de l'Assemblée nationale, et il a regardé de gauche à droite, il a trouvé une faille, il s'est dit tiens, si vous ne remplissez pas ces conditions-là, vous n'avez pas la possibilité de participer aux élections. Et il a exploité. Les autres, ils n'ont pas su à temps faire une lecture de la chose, et ils sont tombés dedans. Et puis, ce problème qu'il y a entre Talon et Yahi Boni est en train d'empoisonner la vie politique béninoise. Je crois que Yahi Boni, il a fait son temps, il n'a qu'à laisser le jeune président gouverner. C'est eux-mêmes qui ont tracé... mais pas fait n'importe quoi. Oui, mais attendez, c'est eux-mêmes qui ont tracé tout un boulevard devant lui. Le monsieur, il va, comme c'est le cas chez nous au Togo avec ce qui a commencé aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, le monsieur, il va tailler les tests sur mesure, parce que il n'avait pas les mains libres pour avancer dans ces 3 dernières années. Maintenant, il a le contrôle de l'Assemblée, il va faire les tests comme il le veut. Dommage pour les Béninois. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train d'expérimenter ce que nous avons expérimenté. Mais c'est un recul. C'est pas un recul. En fait, les actes que Talon est en train de poser n'est pas contraire à la loi. Est-ce que ça fait avancer la démocratie? J'aimerais quand même me prononcer sur cette situation. Il n'exploite que le failles de la loi. J'aimerais quand même me prononcer. Leur loi. Vous savez, les politiciens béninois ont été victimes, eux tous, que ce soit les vieux Soglo, Rosine et son mari, que ce soit l'ancien président Yahi Boni, que ce soit même Sébastien Ajavon et toute la clique, ils ont été victimes de leur propre turpitude. Ce sont des politiciens instables, et émotionnellement, et psychologiquement, et à mon avis même, sur leur position politique. Vous voyez l'arrivée au pouvoir même de Talon. Comment est-ce que dans un pays normal, on peut confier les rênes du pouvoir à quelqu'un qui, quelques mois auparavant, avait été accusé d'avoir voulu assassiner le président en exercice? Et n'oubliez pas le livre très très évocateur d'Angelo Huesu, le juge d'instruction, qui a travaillé sur cette affaire-là, qui dit quand même dans ce livre de manière assez claire que les faits sont justifiés et que même si la procédure, il y avait des vices de procédure, les faits étaient établis. Ça, c'est un premier fait que tous les Béninois semblent avoir oublié pendant que l'euphorie Talon les a pris. C'est ça, c'est un fait. Le second fait, voilà l'homme le plus riche du pays. Et pas comme dans un pays comme le nôtre où on n'a pas forcément une certitude sur la personnalité qui est le plus riche. Talon est la personnalité la plus riche du Bénin. Et ça, c'est le classement Forbes qui le dit. Comment est-ce qu'on peut confier un pays à quelqu'un comme ça? Quand moi je sentais, mais vous voyez la même chose. De quoi on se plaint alors? Non, moi je pense que tous les citoyens, Donald Trump n'est pas la personnalité la plus riche des États-Unis. Oui, tous les citoyens ont le droit de postuler. Mais quand des politiciens avertis, des politiciens roturiers, des gens qui ont toujours fait carrière politique, s'en viennent après une élection aussi importante que celle qui s'est passée à la fin de l'ère Boni, soutiennent, et tous, il y avait une coalition de tout, parce qu'il y avait un vent de dégagisme en faveur de Yahi Boni. Il n'y a même pas eu un seul parmi eux tous qui s'est dit non, mais analysons bien le personnage avant de le placer à tel. Vous savez, le Bénin, c'est quand même la démocratie dont l'Afrique francophone peut être fière. Jusqu'à il y a quelques jours, c'est la démocratie dont l'Afrique francophone peut être fière. Et puis, il ne faut pas oublier que Talon
a toujours assumé ses positions. Talon a toujours dit qu'il était réformateur. Il a dit, la première chose même qu'il a dit, c'était qu'il allait réformer le système partisan. Aujourd'hui, on en est là, parce que le Bénin, en termes de démocratie, c'est un peu comme le Togo. Hein. Pour un pays de 12 000 habitants, on a 192 partis politiques. Il était temps quand même d'assainir ce secteur, quitte à faire passer à l'oubli tout un certain nombre de partis qui se réclament d'opposition. Parce que l'opposition, vous savez, on ne se réclame pas d'opposition de fait. On se réclame d'opposition parce qu'on va à des élections, qu'on ne les gagne pas, mais qu'on obtient un suffrage assez important pour se dire on suit en même temps celui qui est au pouvoir et donc on est son opposition. Non, mais on peut ne pas aller aux élections et rester toujours un parti politique d'opposition. Oui, ça, c'est... Parce que tant que vous n'êtes pas... Ça, c'est dans les... Mais moi, je ne considère pas... L'opposition. Oui, quand vous créez votre parti politique aujourd'hui, même si c'est vous seul et votre femme qui l'animez, vous êtes dans l'opposition. Moi, ça n'a aucun sens pour moi. Il n'y a aucun pays en Afrique qui accepte qu'une femme et son mari... Moi, je connais des partis politiques dans un pays comme le Bénin ou le Togo, où aucun parti politique... Les partis politiques se résument à la personne et à sa femme. Parce qu'il y a des exigences. Oui, pour tu créer dois un réunir un nombre de personnes. Au-delà des exigences, il y a la réalité. Voilà. Oui, mais je crois qu'au niveau des médias, des fois nous exagérons. Non, quand nous ce n'est pas dans l'exagération. On ne parle pas. C'est de la rhétorique. On ne parle pas du Togo. Mais je ne veux pas donner d'exemple sur le Togo non plus. Mais peut-être au retour, je vais terminer mon analyse sur le Bénin.